Alors bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sur la radio Bakambi Radio qui émet depuis le Royaume-Uni. Ce soir nous allons avoir un invité de marque, monsieur Aziz Dominique de Marseille, qui nous a rejoint pour pouvoir parler de sujets d'actualité et il a bien voulu répondre à notre invitation. Il sera avec nous et nous parlerons aujourd'hui évidemment de la lettre ouverte du professeur Galabay au Premier ministre. Alors messieurs, je veux vous dire tous, comme je te l'ai bonsoir, donc on va commencer par notre invité, monsieur Aziz Dominique de Marseille, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, je vous remercie beaucoup. Va bien. Merci beaucoup, monsieur Aziz de Marseille. Monsieur Mawel, comment allez-vous? Je me porte à merveille. D'accord, monsieur... Bonjour, monsieur Aziz Dominique de Marseille. D'accord, monsieur Mawel qui représente... Monsieur Mawel qui représente l'UPADS, UPADS Europe et UPADS Amérique. Monsieur Dion pour le PCT, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Bélébé, bonsoir monsieur Cayus, bonsoir monsieur Aziz de Marseille, très enchanté de vous avoir, et bonsoir à nos chers auditeurs, ainsi que monsieur Mawel, bien sûr. D'accord. Monsieur Samadjan Koumi, résistant sur la place de Paris, bonsoir, comment allez-vous? Rien de spécial. D'accord. Et monsieur Gaïno, consultant politique, analyste sur la place de Paris, comment allez-vous monsieur Gaïno? Ça va très bien, merci et bonsoir à tous. D'accord. Alors le tour est fait, vous avez vu vous tous la lettre ouverte du professeur Galabay que nous avons vu hier à la télévision, que nous avons eu le plaisir d'interviewer, et nous avons eu aussi une vidéo qui a été faite par un jeune Congolais qui se définit comme un machuaniste, qui lui aussi a fait des remarques sur le traitement du Covid-19 qui est fait aux Congolais. Alors, monsieur, première question, est-ce que le Covid-19 n'est pas une maladie qu'il faut prendre au sérieux? Monsieur Gaïno. Merci que je puisse commencer cette soirée. Bon, il faut savoir que ce virus qui est mondial est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. D'ailleurs, cela se voit à travers la mobilisation de tous les pays, surtout qu'aujourd'hui on vaccine énormément pas. Bon, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans le cas du Congo, mais il faut savoir que c'est un virus qui est excessivement dangereux, qui tue énormément. Et je vous dirais tout simplement que par exemple dans ma ville, nous avions fait un effort formidable pour mobiliser d'abord toutes les personnes âgées et les vacciner. Et aujourd'hui, on a vacciné jeunes, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne connaît plus de cas. On a eu un cas depuis la rentrée, un seul cas au niveau d'une classe primaire. On a dû fermer cette classe pendant une semaine et puis après, tout a repris et nous avions même repris des activités festives parce que la semaine dernière, on a organisé un repas des seniors puis ensuite, on venait de faire là une soirée festive pour notre ville. Donc, nous, actuellement, ce que nous exigeons, c'est le port de masque qui n'est pas rendu obligatoire, mais disons qu'on a sensibilisé toute la population sur le port de masque quand vous allez dans les magasins, quand vous allez dans les lieux publics, vous devez porter parce que c'est une maladie qui tue. D'accord. Alors, monsieur Mawen. Oui. Non, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne considèrent pas cette maladie comme étant réelle. Elle est réelle. Nous avons des cas dans nos familles. Et Dieu merci, tous ne meurent pas, mais il se trouve que certains meurent de cette maladie. D'accord. Parce que nous avons... alors, je vais parler d'abord de nous, Congolais. D'une façon plus générale, on peut dire quelque chose aussi. Mais nous autres Congolais, nous avons pris les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que quand nous sommes malades, nous nous disons, ça va. C'est ce que nous faisons pour le palu, c'est ce que nous faisons pour la grippe, c'est ce que nous faisons même quand nous avons une plaie béante. Nous disons ça va passer, écoler Kanango. Et le résultat, c'est que nous avons des cas où cela s'aggrave. Et en ce qui concerne cette maladie, nous sommes devant un virus qui est très puissant. Le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de cette maladie que l'on a décidé d'appeler Covid-19, c'est un virus qui est très très virulent, qui est difficile à contrer et surtout que l'on ne se fasse pas des illusions parce que tout ce que l'on a raconté à gauche et à droite, il suffit de boire de l'eau chaude, il suffit de, ça ne marche pas. D'accord. Il faut réellement aller chez des personnes qui savent soigner cette maladie, car ça existe quand même des gens qui savent la soigner, mais ne pas aller chez n'importe quel charlatan qui va vous faire n'importe quoi. D'accord, monsieur Mabel, on va essayer d'être très court parce qu'on est assez nombreux aujourd'hui. Donc je vais vous donner à chacun au moins 2 minutes pour vous exprimer. On va réduire d'une minute. Pour répondre à votre question, oui, il faut prendre cette maladie très au sérieux. D'accord.
D'accord, je vous remercie beaucoup. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, que pensez-vous? Est-ce que le Covid-19 est une maladie qu'il faut vraiment prendre au sérieux et on le recommande aux Congolais fortement? On le recommande. Oui, mais absolument. Mais vous savez que ça a quitté l'étape d'épidémie, c'est déjà une pandémie. Et quand on parle de pandémie, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que le nombre de morts a dépassé le taux de létalité d'une épidémie quand on arrive à la pandémie. Et ça, c'est extraordinaire. Et jamais un continent n'est épargné. Si tous les 5 continents sont affectés par un mal, et c'est qu'il est extraordinairement grave, gravissime même. Il dépasse les frontières de tous les continents. Oui. Alors, on ne peut pas blaguer. Il faut prendre tout ça au sérieux. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Ndion, et après Monsieur Samadjan Koumbi. Écoutez, je m'aligne sur le point de vue de tous mes prédécesseurs. Oui. Les statistiques mortuaires, les statistiques dans tous les pays montrent à suffisance qu'il faut prendre cette maladie, qu'il faut prendre cette pandémie au sérieux et très au sérieux même. La semaine dernière, notre collègue Monsieur Gaïno le disait si bien, nous sommes une radio, nous devrions conscientiser, nous devons informer, nous devons faire prendre conscience à tous les Congolais, nos compatriotes et à l'ensemble de l'humanité qu'il faut prendre vraiment très 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 au sérieux cette maladie. Ça c'est de un. Maintenant de deux, vous avez vu la résurgence de cette maladie. Actuellement au niveau de l'Europe de l'Est, il y a vraiment des statistiques galopantes qui sont enregistrées par jour. Si bien qu'on pense même déjà à une 3e dose. Alors, lorsqu'on pense à une 3e dose, c'est qu'il y a eu une première et une deuxième qui n'ont pas été relativement efficaces et il faut penser à une 3e dose. Donc, c'est une maladie à prendre au sérieux. Nous, les Congolais, comme l'a dit tout à l'heure M. Mawel, les Congolais n'attendons pas que la situation soit gravissime pour que nous puissions aller à l'hôpital. Non, vaccinons-nous quand on estime qu'il faut le faire, le plus tôt serait le mieux. Et pour chuter, je dis ceci, ces mauvais comportements des Congolais-là, hélas, M. Cayus, nous les avons amenés même en France ici. Moi, je connais beaucoup de Congolais de par mes responsabilités. Eh bien, les gens ne vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital seulement quand c'est grave. Eh bien, je suis d'accord avec vous. C'est une maladie à prendre au sérieux. Eh bien, très au sérieux même. D'accord. Je vous remercie beaucoup. M. Samadjan Koumbi, pour vous, le Covid, c'est une maladie sérieuse et que les Congolais doivent aussi vraiment faire attention et se faire vacciner ou surtout aller vers le médecin dès qu'ils ont des symptômes. Je voudrais m'aligner sur la position de tous mes prédécesseurs que c'est une pandémie. Maintenant, la grande question, c'est comment il faut savoir la gérer. Mais le fait est que le Covid ou la Covid-19 est une pandémie mondiale. Maintenant, comment il faut la gérer? Quelle est la pédagogie entre les gouvernants et les gouvernés? Ça, c'est notre question notre manche de la question. D'accord, ça sera le débat, ça sera le débat. Je vous remercie beaucoup. Alors, M. Samadjan Koumbi, vous avez anticipé le débat déjà. Et donc, on entre dans le sujet, c'est de parler de cette note du professeur Galebay qui pose, lui, comme on dit, les pieds dans les plats et il pose le sujet. Déjà, moi, ce que je note, c'est que les cadres congolais, les intellectuels congolais peuvent être fiers d'avoir quelqu'un qui décide de prendre le sujet à bras le corps. Ce n'est pas une polémique, mais il pose là un problème où la science et la politique doivent se rencontrer pour pouvoir apporter des solutions aux Congolais, à la fois pour soigner les Congolais, mais aussi pour sortir de la crise à la fois sanitaire et la crise financière. Monsieur, moi je vous pose une question tout de suite. Monsieur Gaïno, est-ce que vous considérez que le professeur est sorti de son droit de réserve ou ce n'est pas la place d'un universitaire de venir sur la place publique et de poser les problèmes tels qu'il a fait? Très bonne question, monsieur Cayus, parce que elle me permet de dire que tout citoyen, comme il le définit d'ailleurs, face à un mal qui gangrène le pays et la nation tout entière, on ne peut pas croiser les bras. Et moi, je n'ai pas cru sa lettre. Je vais d'abord rester sur la forme. La forme de la lettre, c'est un citoyen qui s'adresse au gouvernant en tirant l'attention sur cette pandémie que nous connaissons tous, qui est dangereuse. Mais parce que comme tu l'as bien dit que nous sommes très nombreux, donc j'aurais voulu m'étendre là-dessus, mais je vais aller plus vite. J'espère que j'aurai peut-être vraiment encore à dire là-dessus. Après, oui. Mais lorsque je rentre dans le fond, alors c'est là où il y a quelque chose qui me tique quand je rentre dans le fond de ce qu'il a dit, parce qu'il faut savoir que le Congo est un pays qui malheureusement se préoccupe, je pense, très peu de la situation sanitaire de sa population, surtout des responsables, se préoccupe très peu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe par exemple en Argentine, comment le président, il est secoué aujourd'hui
mis en accusation parce qu'il n'a pas pris des mesures adéquates pour vacciner la population. Mais lorsque je l'entends dire que ceux qui ont été vaccinés sont morts, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est le vaccin qui les a tués ou est-ce que parce qu'ils avaient des précédents ou est-ce que le vaccin était d'abord bien conservé parce que dans le vaccin, il y a d'abord le transport, parce que les vaccins ne sont pas fabriqués chez nous, ensuite le transport de ce vaccin et la conservation de ce vaccin-là. Et la dose aussi, parce que vous savez que les piqûres qui servent à faire ces vaccins ne sont pas les mêmes des seringues, je veux dire. Les seringues ne sont pas les mêmes que les seringues habituelles que l'on trouve pour injecter, par exemple, du Tilimax ou enfin tous les autres produits. Donc, tout a été miniaturisé. Et puis, lorsqu'il dit qu'il faut 10 ans pour tester, non. Les techniques ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parle d'ARN messager qui permettent aujourd'hui d'aller très vite, de tester très facilement les produits chimiques. On n'attend plus 10 ans. 10 ans, c'était les anciens temps où il fallait injecter les produits au niveau des rats, voir les réactions, prélever, attendre 3 jours pour qu'il y ait des réactions d'une semaine pour voir si l'animal a fabriqué des anticorps. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec ces vieilles méthodes. Donc, quand vous voyez que des grands pays appellent tous ces pays-là, toutes les populations à se faire vacciner, c'est que les vaccins ont été testés. Moi, je ne vois pas, pendant dans ma vie, j'ai quand même des responsabilités énormes. Je n'ai pas vu, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui est mort après la vaccination. C'est pas vrai, c'est pas vrai, nulle part. Mais ce qui est mauvais, je vais terminer là, oui. Je pourrais peut-être revenir. Ce qui est mauvais, c'est qu'il aurait dû d'abord vérifier, il faut, parce que chez nous, quand il y a des problèmes, malheureusement, il n'y a pas d'enquête qui sont menées. Il faut qu'il y ait des enquêtes, c'est pour ça que je le rejoins, c'est qu'il faut qu'il y ait une commission qui gère tout ça, pour mener des enquêtes pour savoir de quoi meurent ces gens-là et quelle est la qualité des vaccins qui leur a été administré. D'accord. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là et puis après je pourrai revenir sur le fond. Monsieur Caius. Oui, monsieur Aziz de Marseille. Bon, j'ai écouté le co-débatteur qui a démarré. Je crois que vous avez posé le problème du courrier, de la lettre fermement ouverte oui. Du professeur Ngalebaye au Premier ministre. Et cette lettre-là ne revient pas sur les différents outils qui accompagnent la vaccination. Elle parle plutôt comment est-ce que la politique au Congo gère la vaccination, la plus grande problématique. Parce qu'ici, c'est un problème sanitaire qui induit la restriction des libertés. Chaque fois quand tu vas à l'hôpital pour un palu, on n'a pas besoin de toucher ta liberté. Tu vas à l'hôpital pour une autre maladie, on ne touche pas ta liberté. Mais la COVID-19 implique qu'on touche aux libertés. Donc, on demande aux populations l'obligation d'aller se vacciner parce que si vous ne vous vaccinez pas, vous pouvez porter atteinte à la vie d'autrui. Deuxièmement, on demande aux populations de ne pas sortir à des heures fixes. Or, la liberté laisse chaque citoyen libre de sillonner sur le territoire national, d'aller et de retour sans qu'il ne soit inquiété. Aujourd'hui, il y a le couvre-feu qui vous empêche d'aller au-delà des heures imposées. Il y a aussi que pour voyager, il vous faut absolument un pass sanitaire. Donc les restrictions des libertés sont restreintes. C'est à partir de là où quand on commence à toucher les libertés, c'est pas toutes les maladies au monde qui touchent aux libertés. On peut même dire que depuis que moi je suis né, c'est la première fois qu'il y a une maladie qui touche aux libertés. Et en ce moment-là, il faut bien que la politique qui imprime le rythme doit d'abord consulter la science. La science ici n'est pas seulement la science en tant que médecine, la science en tant que droit. Les libertés, c'est du ressort de la loi. Il faut maîtriser le droit avant d'asséner les décisions que vous voulez sur la population. Et ce droit-là se réfère à la science. Comment faut-il faire pour vacciner les gens? Voyez-vous, il y a ici, comment faut-il faire pour vacciner? Deuxièmement, comment faut-il restreindre les libertés des citoyens? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas faut-il les restreindre aussi? Faut-il les restreindre? Mais bien sûr, puisqu'ils l'ont dit, même ici en Europe, il y a eu un couvre-feu en France, non? C'est la restriction des libertés. On empêche à certains espaces de vendre. C'est la restriction des libertés. Oui. Tous les continents parlent de restriction des libertés. Donc quand on parle de restriction des libertés, c'est une question de droit. Et le professeur Ngalebaye s'en prend du fait que tout ceci n'a pas été vu en respectant la lettre de droit et également en regardant le côté vaccinal. Il y a le côté scientifique de médecine, le côté scientifique de droit. Entre ces deux sciences-là, l'homme politique n'a pas géré les deux sciences
avec à propos, avant d'asséner son discours sur le public. Il pense que, par exemple, pour restreindre les libertés, sur le plan du droit, il faut qu'il ait l'assentiment du citoyen. Ça s'obtient par un débat à l'Assemblée. Un débat sur est-ce que, oui ou non, nous allons restreindre les libertés. Est-ce que, voilà, un débat à l'Assemblée. Dans certains pays, ça passe sur le référendum. Là, on n'a pas besoin de référendum. C'est rapide, un débat à l'Assemblée parce que la maladie est là. Alors maintenant, du côté vaccinal, on peut s'inquiéter de ce que l'autre a dit, non, il y a déjà les arrêts messagers. Mais la science, aujourd'hui, à la faculté des sciences, n'importe quelle université, on te dit un vaccin, même si vous avez dit qu'il a déjà une évolution, cette évolution n'est pas incorporée dans l'enseignement de la science médicinale à l'université. Il est tout dit prendre des précautions avant d'asséner un vaccin aux gens, même si votre arrêt en quelques minutes vous donne la réaction du vaccin, mais les espèces humaines varient. Fait qu'un vaccin qui peut aller en Asie ne convient pas. On a fait une... Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, tu peux ouvrir un livre de la science qui enseigne la médecine, qui te dit un vaccin peut être testé en 3 semaines terminé, comme mon co-débatteur le dit. Non. D'accord. Celui qui parle, c'est un professeur. Il a pris tout ça, mis dans une lettre qu'il a adressée au Premier ministre pour dire, vous qui êtes gouvernant, avant de nous donner des décisions, je crois que nous avons raté ceci. L'interprétation de la règle de droit, ça c'est la science juridique, et également le côté scientifique vaccinal. Attention, il y a beaucoup de choses qu'il faut de toucher. Bref, je ne remets pas dans... Le débat est là. Le débat est là. Le débat ne parle pas de miniaturisation, ne parle pas de conservation, ne parle pas de la durée de... Non, c'est là le problème. Tout le monde sait qu'il faut se faire vacciner, et le collègue qui a dit qu'il n'a pas vu des gens mourir, mais écoutez un peu le vaccin, mais vous connaissez Colin Powell, qui a été ministre de la Défense aux États-Unis, est mort, il a pris ses doses de vaccin, il est décédé. D'accord. Mais on va écouter aussi les autres. Oui, Colin Powell est décédé. Oui. Il y a Jacob Desvarieux qui est décédé. Vous êtes pas informé de ça. Et nous avons lu dans les médias, comme la radio Bakambi parle, on ne peut pas dire c'est un mensonge, non? Non. Donc, on peut se dire on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour vérifier si Colin Powell est encore vivant, s'il avait reçu son vaccin ou pas. D'accord. Monsieur Azid Dominique Massey, on va laisser les autres aussi intervenir. Vous avez soulevé là le... Non, c'est pour recadrer le débat, pour qu'on ne se perde pas. La radio, c'est le temps. D'accord. Voilà, je vous remercie beaucoup pour le retour. Du professeur, c'est là. D'accord. Je vous remercie. Alors, monsieur Gaïno, qui a été repris par monsieur Azid Dominique de Marseille, a bien voulu nous dire exactement ce qu'est l'esprit de la lettre. Mais dans la lettre, il a aussi parlé justement de conservation des produits qu'il fallait prendre en compte. Alors, monsieur... Oui, mais il a abordé toutes les questions, c'est-à-dire la problématique essentielle. Oui. Comme ça, l'essentiel, c'est quoi? C'est les 3 points. D'accord, tout à fait. Il a dit beaucoup de choses, mais comme vous faites un résumé, vous avez appris la contraction du texte en terminale en série A. Le résumé, on ne prend pas les petits détails. Il y a 3 points fondamentaux. La réalité scientifique médicinale, la réalité la juridique et l'homme politique. Voilà les 3 axes sur lesquels base son dossier. Sinon, si on doit tout prendre tout aspect, l'effort de résumé n'existe plus là. D'accord. Alors, monsieur Gaïno, sur ce point-là, oui. Sur ce point. Bon, moi, j'ai vraiment lu sa lettre et j'ai suivi l'interview. Et moi, dans mon exposé, j'ai bien dit que, parce qu'il parle de ceux qui ont pris des vaccins qui sont morts. Et là, M. Assé vient de le dire, il vient de dire la même chose. Mais non, il faut d'abord savoir que ce n'est pas parce qu'on a pris un vaccin qu'on ne peut pas attraper d'autres maladies. Oui, la question qui est posée, M. Gaïno, c'est ce que lui soulève le professeur. Ce n'est pas qu'il remet en cause ceux qui sont décédés ou pas décédés, comme dit M. Azid Dominique de Marseille, c'est qu'il il remet en cause la gestion de la pandémie. Pas totalement, mais comment la population est traitée, est emmenée à être vaccinée, il y a des restrictions de liberté, et la manière qu'utilise l'État pour pouvoir mettre en place la gestion de la pandémie, pour lui, juridiquement et scientifiquement, elle pose problème. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est plutôt ça notre sujet. Mais attends, non, il y a un éclairage à donner, à notre collègue. Un éclairage, s'il te plaît. Pardon. Non, il y a un éclairage pour qu'il réponde. Un éclairage, c'est quoi? Vous savez, comme vous êtes en bonne santé, je prends le cas d'une avocate à Pointe-Noire, Chantal Louemba, qui est décédée après avoir eu les 2 vaccins. Comme vous êtes en bonne santé, notre collègue qui dit a raison de dire, est-ce qu'on peut atteindre notre maladie? Comme vous êtes en bonne santé, vous prenez le vaccin, et que 2 ou quelques jours après vous attrapez la mort, il y a des présomptions de culpabilité du côté de culpabilité du côté de la prise du vaccin et moins de présomption d'innocence. C'est-à-dire on se dit, est-ce que c'est pas le vaccin? C'est une simple présomption. Oui. Mais on ne peut pas dire j'étais en bonne santé, j'ai pris le vaccin, c'est tellement une autre maladie. On s'est dit on est en bonne santé, après avoir pris le vaccin, 3 semaines, 4 semaines, 2 jours, on est mort.
on a plus l'idée de penser sur le vaccin. C'est des simples présomptions. Ce n'est pas l'autopsie qu'on a fait. Donc, n'empêchez pas aux gens de croire que mon fils est en bonne santé, après le vaccin vient de mourir, mon épouse, qu'on ne puisse pas immédiatement faire allusion au vaccin. Il faut vraiment avoir notre tête de ne pas faire allusion, alors que la personne était bien portante avant de prendre le vaccin. C'est des présomptions, ce n'est pas des réalités scientifiques. D'accord. On va laisser M. Gaïno répondre. M. Gaïno, si vous pouvez répondre pour que les autres aussi puissent donner leur avis. Je réponds rapidement pour tout simplement dire que oui, bon, c'est vrai que l'esprit de sa lettre revêt plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect politique, l'aspect de la gestion de cette pandémie, pour lequel je suis d'accord avec lui quand il dénonce comment l'État s'est organisé pour considérer justement la situation pandémique au Congo. Bon, mais malheureusement, si on écarte ce volet politique ou cette façon de gérer les situations au Congo, d'ailleurs, il n'évoque pas tous les problèmes, parce que moi, quand j'entends dire, moi je dirais ceci, que ce que je déplore d'ailleurs pour le Congo, c'est qu'on ne connaît pas véritablement, il n'y a pas de statistiques qui sont tenues pour savoir de quoi les gens meurent, de quelle maladie les gens meurent. C'est ça le problème qu'il y a au Congo. Ce qui est déclaré, c'est que c'est le Covid. C'est la Covid. Hein. C'est ce qui est déclaré. On déclare la Covid, mais on ne sait pas si quelle était. Mais à partir du moment où c'est déclaré, M. Gaïno, vous ne pouvez plus mettre en cause ce qui est déclaré. C'est ce que dit M. Azid de Marseille. On va laisser les autres intervenir, s'il vous plaît. D'accord, on va laisser les autres intervenir. M. Samad Jankoumbi. Tout à fait. M. Samad Jankoumbi. Vas-y, vous pensez quoi de la gestion de la pandémie? Le professeur, lui, il pose, comme dit M. Azid de Marseille, 3 points: politique, juridique et évidemment scientifique. Le scientifique, lui, il dit nous ne pouvons pas vacciner les gens si nous ne mettons pas en place tout ce qu'il faut pour que les précautions soient prises, pour que nous n'ayons pas à aller vers une catastrophe. Le politique, lui, dit je prends le risque, allons-y, sans pour autant écouter les scientifiques. Et juridiquement, on ne respecte pas les textes de loi. Alors, pour vous, cette gestion et cette lettre, est-ce qu'elle n'est pas en train de poser le vrai débat? Il faut d'abord revenir aux fondamentaux, que le politique prenne attache avec les scientifiques avant de pouvoir restreindre les libertés des gens. C'est-à-dire, de notre humble avis, la situation où la lettre du professeur, comme vous l'avez su le dire, va sur 3 axes. La gestion de la pandémie au niveau du Congo, la lecture scientifique et la lecture de droit. Nous dirons ceci, que certains points soulevés dans cette lettre se retrouvent avec le même habillement au niveau des pays extérieurs. Soit on demande d'abord qu'est-ce que les textes disent, et il y a des avis contraires qui vont jusqu'à se contredire, mais avec la pédagogie qu'on reconnaît qui se reconnaît dans le monde occidental, on arrive à faire passer la pilule. Il y a notre ami, notre compatriote, le serpent, du côté d'Amiens, qui a reconnu ceci, que la démarche scientifique a manqué. La démarche scientifique a manqué et la résurgence, le fort taux de mortalité pose problème. Et ce taux élevé de mortalité qui n'étonne plus personne fait de telle sorte qu'il y a une forme de panique au niveau des gouvernants. Et le cas de notre professeur qui a pointé, on reconnaît une chose, pour une fois, un représentant de l'école cartésienne interpelle le gouvernement pour dire que faisons très très attention. Malheureusement, le cas se retrouve d'une manière générale, et cette panique fait de telle sorte que la politique sanitaire du Congo se remet en question elle-même. Et au-delà de cela, la forme de la lettre. Et en dehors de la forme de la lettre, il faut reconnaître que la politique a souvent eu le dessus sur le scientifique. Et là, nous constatons que le scientifique congolais n'est pas souvent consulté. D'accord, M. Samad, si vous pouviez juste... Excusez-moi, oui. Le politique veut se prendre le dessus sur la réalité. Et comme il y a cacophonie, on ne sait plus à quel sens se vouer. Mais il faut reconnaître que ce que le professeur a dit sur le territoire congolais, ou pour le territoire congolais, il y a beaucoup de choses à dire dans l'interpellation au niveau des gouvernants. D'accord. Monsieur, on va passer la parole à M. Mawel. Monsieur Mawel, est-ce que ce que fait le professeur Galabay, ce n'est pas aussi un peu ce que le professeur Raoul est en train de faire en France avec le professeur Perron, et puis le professeur Raoul aujourd'hui se retrouve
carrément interpellé parce qu'il a fait d'autres traitements, mais il a quand même dit pendant longtemps, le politique doit rester politique et le scientifique doit être scientifique. Et c'est aux scientifiques de dire la science, pas aux politiques. Le professeur Goleba est un philosophe. Oui. C'est un philosophe et il intervient d'ailleurs très exactement en termes d'épistémologie comme devrait le faire un philosophe. Et je trouve qu'il est exactement à sa place. Oui. Il constate ce qui se passe chez nous, mais tout ceci est sous-tendu par ce qui se passe partout dans le monde. Et c'est quoi ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de la science, il y a un grand débat. Il y a un grand débat scientifique qui est là et qui est présent. Il y a un grand débat juridique qui est présent. Il y a un grand débat politique qui est présent. Tout ceci est sous-tendu par des privations de liberté. Et nous constatons, ou plutôt le professeur nous fait constater qu'il y a un conflit entre ces trois pôles, le pôle scientifique, le pôle juridique et le pôle politique. Il y a un véritable combat qui est en train de se jouer et où le politique, puisqu'il a cette possibilité de prendre le dessus sur les autres, il en impose, écrasant les points de vue juridiques, écrasant les points de vue scientifiques et se corrigeant lui-même de manière quelquefois contradictoire. Et donc, on aboutit à quoi? Mais on aboutit à un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas du tout. On a parlé des problèmes de conservation, de transport et autres, oui, mais bien entendu, cela est géré par le politique. Cela est géré par le politique qui finit par faire des choses inacceptables. Comment conserver des vaccins à moins 80 degrés si dans le pays on a des, comment on appelle ça, on a des coupures de courant. Délestage. Des délestages, voilà, des délestages constants. Et donc, voyez-vous, entre les conflits qu'il y a déjà sur chacun des pôles, plus le conflit général entre les différents pôles, on se retrouve dans quelque chose, un imbroglio qui est tel que finalement, on n'est même pas capable de savoir si on est mort parce qu'on a pris le vaccin ou autre chose. On n'est pas capable de le savoir. Le politique nous dit non, ça ne peut pas être le vaccin. Très fort, y compris ici en France et partout ailleurs en Europe et aux États-Unis. On dit non, on ne meurt pas du vaccin. Mais c'est le politique qui le dit. C'est Big Pharma qui le dit. Et Big Pharma, qui aurait dû être du côté de la science, se retrouve plutôt du côté des marchands. Si vous pouviez conclure, M. Mawel, au moins on reviendra vers vous après, que M. Ndian puisse parler. Oui, et donc, moi je dis que monsieur le professeur a eu raison, totalement raison de soulever le problème et de le stigmatiser. Qu'il l'ait fait sur 7 pages, je crois que c'est 6, c'est bon, c'est un peu difficile à lire. C'est normal. Mais c'est un professeur de philosophie qui écrit un article, c'est tout à fait normal, c'est dans ses cordes, mais il a raison de mettre le doigt sur un véritable problème, sur un problème qui ne fait que s'agrandir d'ailleurs, car il n'y a personne qui essaie de faire que l'on puisse devenir plus raisonnable et chercher des véritables solutions. D'accord. Voilà. Alors nous allons, M. Ndian, vous allez intervenir, et puis M. Aziz Dominique, on reviendra sur vous sur quel est, après le constat, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées par le gouvernement de Koïlé Makosso qui a été interpellé. D'abord, M. Ndian, le professeur, il intervient et il pose un problème politique. Vous êtes un politique, vous êtes un universitaire aussi. Est-ce qu'il n'est pas temps Il est dans son élément. Oui. Non, il est vraiment dans son élément. Un philosophe a, entre autres fonctions, interrogé la société dans laquelle il vit. Il vit dans une société qui est la société congolaise. Il constate des choses. Et il est tout à fait normal qu'en tant que philosophe, il prenne sa plume pour s'interroger ouvertement. Il a tout à fait raison de le faire. Et il est vraiment dans son élément. 6, 7 pages, on le comprend, c'est une déformation intellectuelle. Mais le problème qu'il pose, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure précédemment, ce sont des problèmes vrais. C'est un problème qui est tricéphale, qui a une partie politique, une partie juridique, une partie scientifique. Mais le constat que monsieur le professeur Ngalebaï fait est un constat planétaire. C'est pas un constat qui est propre au Congo. Cette dichotomie qui existe entre le côté scientifique, le côté politique qui décide
et le côté juridique, notamment en termes de restriction des libertés, est valable en France, valable en Europe, valable en Amérique, valable en Asie, valable sur tous les 5 continents. Il n'y a aucun pays qui a échappé à ça. Par ailleurs, il n'y a aussi aucun pays qui peut dire que c'est le scientifique qui va diriger, parce que c'est un problème scientifique. Non, c'est toujours le politique qui va décider à la fin, qui dirige. Bien sûr, avec le conseil, bien sûr, du scientifique. Il n'y a aucun pays sur la planète Terre où on va dire qu'on a laissé la pandémie du coronavirus être dirigée par... Ça va pas, non? C'est toujours la politique qui dirige. Ici, on a vu... en respectant la loi, monsieur Ndion, elle respecte la loi. Et elle respecte la loi et elle écoute les conseils des scientifiques. Oui, tout à fait. On a vu. Alors, ce que lui dit, ce que lui dit, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment à Brazzaville. C'est-à-dire que je me dis ceci, monsieur Ebelebe. Oui. Toute gestion reste perfectible. Les 3 parties, le politique, le scientifique et le juridique au Congo, tous, ils portent une part de responsabilité dans cette gestion de la pandémie. Ensuite, il faut savoir que c'est un phénomène qui est nouveau, je veux dire nouveau. Tous les États du monde entier n'ont pas été préparés pour ça. Et c'est normal qu'il y ait un peu de l'approximation. Est-ce que ce n'est pas une excuse un peu trop facile, ce que nous disons, nous, là, de dire toujours dire que... C'est pas trop facile de dire qu'ailleurs c'est comme ça, nous aussi on est comme ça, parce que ailleurs c'est comme ça. Monsieur Ebelebe, c'est un sujet difficile et délicat. D'accord. Tous les hommes politiques sont confrontés à ce sujet-là. Le conseil qu'il faut donner, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est que maintenant, améliorons cette gestion de la pandémie dans notre pays. C'est-à-dire que les 3 parties puissent avoir une coopération, qui puissent s'entendre, qui puissent travailler ensemble, la main dans la main, et le juridique et le politique et le scientifique, de telle sorte qu'on puisse limiter les dégâts. Mais en termes de nombre de morts, je pense que si on compare les continents, l'Afrique s'en sort nettement mieux. Et au Congo, on ne peut pas dire que la gestion a été catastrophique. Non, la gestion a été ce qu'elle est, mais on peut l'améliorer. Voilà, c'est tout. Alors le cri d'alarme, c'est une sonnette d'alarme qui tire, monsieur Aziz. Oui, allez-y. Monsieur Samakoumi. Monsieur Patrick. Monsieur Ndion. Monsieur Ndion. Monsieur Ndion. Monsieur Samakoumi, c'est monsieur Ndion. Patrick Ndion. D'accord, merci beaucoup. Ayons l'amabilité de repréciser. Si nous sommes dans le cas de l'éveil de la conscience, il ne faut pas venir avec un totalitarisme devant un public qui se sent. Quand nous avons dit il y a le politique, il y a les scientifiques et il y a la loi juridique, nous tous, nous nous reconnaissons. Mais n'oublions pas une chose, qu'au Congo, le manque de confiance ou la rupture de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés fait de telle sorte que cette crise-là revêt un caractère particulier qui n'a pas la même attitude que du côté de l'Occident, où les gens arrivent à se parler. Or, moi, je peux avoir fini. Or, nous vivons là au jour d'aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, la politique sanitaire du Congo est comme Ikaka, Bibamba, Nabibamba. Oui, mais je crois qu'il faut rediscipliner le débat. On doit pouvoir continuer sur le côté politique scientifique, M. Samadjankoumi, si ça vous... Je crois qu'il faut rediscipliner le débat. C'est pour ça que je dis qu'au jour d'aujourd'hui... Oui, monsieur... Excusez-moi. M. Samadjankoumi, vous terminez, puis M. Aziz va intervenir. Oui, je vais chuter. Nous, c'est juste pour vous dire que ne venons pas avec un totalitarisme, essayons de voir qu'est-ce que nous, du côté de l'extérieur du Congo, on peut arriver à proposer. Il va falloir trouver un terrain d'entente pour faire avancer les choses, au lieu toutefois de venir sous forme d'imposition. Parce que la sortie du professeur fait ressortir un grand malaise, et si on ne prend pas mes gardes, le taux de mortalité, qu'il soit lié ou ne pas lié à la Covid, ne va pas se résoudre avec un coup de baguette magique. Merci. Mais moi, j'ai fait une proposition tout à l'heure, cher ami Somba Diakoumbi, j'ai fait la proposition, j'ai dit qu'il faut corriger cette insuffisance-là en créant une complémentarité, en faisant en sorte que les 3 pôles, juridiques, scientifiques et politiques, puissent travailler ensemble. En améliorant la communication, à ce moment-là, nous allons voir qu'il y aura adhésion du peuple. S'il n'y a pas de communication entre le politique, le juridique et le scientifique, effectivement, nous arriverons à ce constat-là. D'accord, M. Ndion et M. Samadjankoumi, on a bien compris que vous nous allez vous entendre. Monsieur
Aziz Dominique-Mercier, vous vouliez faire dire quelque chose? Oui, parce que je suis en train de voir, on est en train d'aller dans des sens un peu déplorables pour une émission de radio. Quand nous avons des affirmations, il faut y aller un peu plus honnête et plus posé. J'ai écouté M. Dion qui a parlé, j'ai écouté M. Diankombi, mais entre les deux, il y a quelque chose qui me revient, mais qui n'est pas exact. C'est quoi? La science aide le politique à décider et à gouverner. La science aide le politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est gérer les problèmes de la cité. Ces problèmes ont tous les ordres. Ça peut être des problèmes d'ordre politique, d'ordre sanitaire, d'ordre scientifique. Pour prendre des décisions de gérer les hommes, c'est la science qui guide le politique. Donc le politique a besoin de l'expert qui lui donne des arguments pour décider. Le rôle de la science, quand je dis science ici, y compris le droit, toutes les sciences, la géographie, l'histoire, la philo, tout ce qu'on appelle science. La science aide le politique à décider. Donc quand on est politique, ce sont les scientifiques, quand je vous ai dit, je prends le champ large, qui aident le politique à décider. Et le constat du professeur, il est, je peux dire, universel. En France, le débat, on condamne Macron dans des décisions qu'il prenne sur la pandémie. Aux États-Unis, dans tous les pays, le problème que le professeur pose, il est universel. Il est universel pourquoi? Il dit qu'on constate, ce qu'on constate au Congo, on le constate en France, on le constate ailleurs, partout. Il est dit que ce qu'on constate au Congo, là, l'inadéquation entre les mesures, entre les précautions des scientifiques et le politique. Ça se constate en France. La preuve en est que vous avez un professeur est devenu universellement mondial, c'est le professeur Raoul, qui démontre que la science a une adéquation avec le politique. C'est ce que le professeur dit. Dans le cas de la France, prenons l'exemple de Raoul. Et dans le cas du Congo, c'est un professeur d'université qui est bel et bien dans son état, qui dit les bonnes choses et qui sont bien précises et bien acceptables. Ailleurs, c'est le même débat. Au Brésil, on embête le chef de l'État. En Argentine, c'est la même chose. Donc cette pandémie a mis une véritable guerre entre la science et le politique. Donc le problème que le professeur pose n'est pas exclusif au Congo, non, il est universel. Maintenant, dans le cas du Congo, il y a un groupe de scientifiques qui aident le pouvoir à décider. Le professeur dit il faut encore ajouter d'autres intelligences parce que ceux qui sont rentrés dans ce groupe-là, parfois ils ne sont pas écoutés par le politique. Des professeurs qui sont là-bas, des médecins qui sont là-bas, qui donnent leur opinion, qui n'est pas parfois acceptée par le politique. Il dit aussi que parfois ils ne donnent plus leur opinion, ils accompagnent. Écouter leur opinion. Au lieu que le conseiller devienne conseiller avec ER, il devient conseiller avec E accent aigu seulement. Et au lieu que tu conseilles, maintenant tu es conseiller. C'est ce qu'il dénonce dans le cas du Congo. Il ne faut pas qu'on arrive à ce point-là où les décideurs ne veulent plus écouter les politiques qui ont la science et qui ne permettent qu'aux politiques de décider. C'est-à-dire, nous vous disons comment faire et vous prenez les mesures. C'est ce qu'il remarque dans le cas du Congo. L'homme politique du Congo ne décide pas sur l'aval de la science. Il a un groupe de scientifiques qui gère la crise au Congo. Le professeur remarque que ces dérapages-là ça veut dire qu'il semble que les dirigeants congolais n'écoutent pas la cellule scientifique qui est mise à leur disposition. Parce qu'il s'étonne que nous avons quand même des grands juristes. Comment peut-il extraire les libertés sans respecter tel aspect? Mais il le dit au Congo, il aurait pu être dans le groupe des scientifiques qui sont retenus, il ne serait pas écouté. Nous avons des grands médecins qui peuvent voir ça. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu ça? Il se dit peut-être que aussi les amis qui sont des médecins le disent et que l'homme politique n'écoute pas. Le débat est là. Maintenant, en chutant, je vais dire ceci. S'il vous plaît, oui. Vous parlez de la gestion de la crise sanitaire sur la Covid au Congo. J'ai dit, elle n'est pas mal gérée. Pourquoi? Quand nous prenons l'avion aujourd'hui, allez-y à Roissy. Quand on dit c'est quel Congo? On dit RDC, mettez-vous en rôle là-bas. Congo-Brazzaville, passez sans problème. C'est l'un des pays africains qui a mieux géré sa crise. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que, monsieur Azim, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas parce que le Congo est une vieille colonie française qu'on favorise le Congo, par exemple? Non, pas du tout, parce que le Gabon a les mêmes problèmes, le Cameroun a le même problème, la Centrafrique, c'est-à-dire les statistiques sorties par l'OMS montrent qu'en Afrique centrale, le Congo est l'un des pays qui a mieux géré sa crise. Et quand vous arrivez à Roissy, ça se dessine. Ne dites pas que les gars à Roissy, ils sont en odeur de sainteté avec le Congo favorise. Non, si le Congo est colonie française, mais le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, c'est aussi des colonies françaises.
Il faut reconnaître que la crise au Congo a été gérée de manière assez relativement bonne. La preuve en est, quand vous sortez, on a moins de contraintes que d'autres pays. Je suis arrivé à Roissy, on a fait asseoir les ceux de la RDC et ceux du Cameroun à côté pendant qu'on a dit aux Congolais de passer. C'est pas que le policier de l'aéroport à Roissy est en compétition avec le pouvoir à Brazzaville, non. Il y a des choses qu'on sait bien, on dit. Le professeur Ngaleba, je termine, a dit, il y a mésentente entre les scientifiques qui sont dans la cellule et le politique. Il a relevé les écarts, il a relevé les manquements. Il se dit que ces manquements sont dus au fait qu'on écoute certainement pas les scientifiques qui sont là-bas. D'accord. Il n'y a pas de scientifiques. D'accord, je vais vous demander à vous tous, s'il vous plaît, de pouvoir conclure sur ce sujet. Pardon, oui, d'accord. Monsieur Caius. Oui, monsieur Gaïno. Je pense que vous avez évoqué le cas de ce monsieur qui parlait de son fils et qui a eu la visite d'un médecin. Oui, le machoniste congolais, exactement. Lui aussi, il est un peu, il déplore la gestion de la pandémie. Oui, tout à fait. Moi, pourquoi j'évoque ce volet-là? Parce que moi, j'ai suivi ce monsieur-là. Oui. Vous voyez que les gens sont venus prélever, je ne sais pas quoi, chez faire le test de Covid chez lui. Et faire le test de Covid. Et après, il trouve que son enfant a la figure qui gonfle, beaucoup de choses. Et après, on dit que voilà, son enfant qui a 2 ans a attrapé le Covid. Mais vous voyez que dans cette gestion chaotique du Congo, comme nous connaissons comment fonctionne notre pays, lorsque on écrit un document tel qu'il a écrit, c'est vrai, il y a des formes quand on parle de la gestion. Oui, il a pleinement raison. Quand on parle de la manière comment le droit n'a pas été respecté, il a en partie raison parce que dans tous les pays, la situation a surpris tous les États et vous voyez que le problème de liberté est un problème qui préoccupe tout un individu là où il se trouve. Alors, dans un pays comme le Congo, où la liberté n'a jamais été respectée, moi je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on exigerait ou on empêchera cet État de prendre des mesures radicales parce qu'on a l'habitude même de ne pas considérer notre propre constitution. Combien de fois la constitution a été violée au Congo? Il faut se souligner ce fait-là. C'est pas la première fois. On peut multiplier des exemples. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais sont devenus sceptiques devant le vaccin. Ils refusent de se faire vacciner. Comment faire? Il y a M. Diakoubi qui a parlé du dialogue. Mais bien sûr, il faut dialoguer avec la population. Il faut montrer. Mais lorsqu'on dit que les gens qui meurent de vaccin ou après avoir été vaccinés, on fait peur à cette population-là qui ne peut plus parce que rien n'a été prouvé. Dans certains pays, on fait l'autopsie des corps. Dans certains pays, on tient les... Pas pour le coronavirus. Non. Non, là, c'est faux ce que tu dis. Non, le corona, on n'a pas fait l'autopsie du corona. Aucun corps n'a été fait objet de coronavirus. Je n'ai pas dit que quand quelqu'un mort de coronavirus, j'ai dit on fait les autopsies de corps pour savoir de quoi la personne est morte lorsqu'on a des... Mais on peut le faire. Au Congo, lorsque on dit à quelqu'un qu'il a le Covid et quand on vérifie, il n'en a pas.